News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour mes chers amis, nous sommes le samedi 19 février. Ah oui, il fait certainement pas chaud partout, hein, ça je m'en doute, mais on est bien, on est dans notre petit studio avec Roland. Bonjour Roland. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Il est tout jaune, il est tout beau. On a envie de vous parler de jardin, on a envie de partager des choses avec vous, on a envie de nous faire plaisir tout simplement, hein, de voir à quel point ce monde des plantes et des jardins est vaste et passionnant. Et on vous accueille pour ce 43e numéro de Bienvenue au Jardin. Nous sommes le 50e jour de l'année, c'est facile à calculer le reste. Ça y est, il en reste 315 avant le nouvel an. Merci. Bravo. Le premier jour du signe astrologique des poissons. Salut les poissons. Et le premier jour aussi du mois de Ventose dans le calendrier républicain français, qui est aujourd'hui officiellement appelé le jour du tussilage, le tussilage pas d'âne. Oui. Et en botanique, Tussilago farfara. Ah ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors pourquoi est-ce que dans le temps on l'appelait Filius ante patrem? On l'appelait comme ça. Écoute, via Filius ante patrem, alors, le fils avant le père. Le fils avant le père. Et pourquoi est-ce qu'on disait ça? Tout simplement parce que les fleurs, qui sont assez spectaculaires, en fait, comme des fleurs de pissenlit jaunes, ça sort bien avant les feuilles. Ah, et donc le fils avant le père, c'est pour ça. Parce que normalement, les feuilles devraient être avant, devraient être le père, et puis après, vous auriez des fleurs. Mais non. Ah ben oui. Oui, no comment. Donc nous sommes dans la famille des astéracées qu'on appelait les composés dans le temps. On va pas vous dire tout ce qu'il peut y avoir comme astéracées, parce que c'est la famille de la marguerite, et il y en a profusion. Et tussilago, donc, provient du latin. Du latin tussis. Et dans tussis, il y a la tout, parce que en fait, il va chasser l'atout. Hein. Je le savais. Tussilago, c'est tussis à gérer, chasser l'atout. Et c'est une plante qui est vraiment utilisée comme plante médicinale. Et pourquoi pas d'âne alors? C'est la forme des feuilles, par contre, qui ressemble un petit peu à l'empreinte d'un pas d'âne. Exactement. Donc on rencontre très très couramment cette plante dans nos jardins, surtout dans celui de Roland, parce qu'il aime bien les sols alcalins. Oui, alors on le trouve surtout un peu à l'état sauvage. J'en trouve pas dans le jardin, mais j'en rencontre assez régulièrement dans nos petites balades autour de la maison et dans les coins là, parce qu'on le trouve aussi dans des endroits où c'est un peu retourné, où ça a été un peu travaillé, et donc on trouve ce tussilage pas d'âne. Alors il y a une chose que je ne sais pas expliquer, mais dans le temps, les fleurs de tussilage étaient peintes sur les portes pour servir d'enseigne aux apothicaires. Et on dit à la Sainte-Jeanne, c'est-à-dire le 30 mai, arrache les pas d'âne. Peut-être qu'il faut le faire avant, parce qu'au 30 mai, ils doivent être déjà bien racinés. Oui, ils doivent être déjà pas mal, oui. D'autant que ça prend des belles racines, et ça, c'est capable, quand on le laisse faire, de prendre un peu d'ampleur. Voilà. Arrache les pas d'âne à la Sainte-Eusèbe, le 2 août, il ne sortira plus jamais de la glèbe. Et c'est quoi la glèbe? La glèbe, c'est un petit peu la boue, etc. Et donc on dit que si on l'arrache à ce moment-là, il ne ressortira plus. C'est vrai que c'est une plante plutôt pionnière, et on la trouve, et comme tu avais sans doute raison de le souligner, plutôt dans les sols pas cultivés, dans les sols qu'on a laissés tranquilles, et hop, il apparaît de façon assez spontanée. Ça ressemble énormément à des pissenlits, il faut bien le dire quand même, mais une fois qu'il est là... Oui, il est un peu compliqué. Alors, il a du mal à s'implanter quand même. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas tellement dans les jardins. Si on gère bien son jardin correctement, il ne va pas s'implanter dedans. On peut aussi le confondre avec des pétacites. La pétasite officinale, voilà. Donc avec les grosses feuilles, mais qu'on trouve plutôt en sous-bois quand même. C'est plutôt une plante d'ombre, la pétasite. Alors, les grosses pétacites du Japon, mais je pense que nos pétacites à nous, elles poussent vraiment dans les mêmes types de sols. Tu vas être content, c'est comestible. Oui, c'est comestible. Il paraît que c'est très bon, parce que j'en ai mangé une fois, mais avec quelqu'un qui cuisinait peut-être pas trop bien, et avec des feuilles un petit peu vieillottes, donc c'était un tout petit peu caoutchouteux, donc c'est peut-être pas assez cuit. Et puis on brûlait les feuilles de tussilage pendant la guerre pour faire un succès d'année du sel avec les cendres de ces feuilles. Mais avant d'avoir des cendres, on le fumait.
Ah, ça se fume, Eh oui, dis donc. c'était un succès d'année du tabac. Alors, on laissait fermenter les feuilles, et on les empilait, on les séchait comme des feuilles de tabac, et on disait que ça pouvait avoir un effet contre l'asthme et le coryza. Bon, toujours les mêmes propriétés pectorales de cette plante. Aujourd'hui, je vous disais 19 février, en fait, qui... Monsieur Cordès, Monsieur Reimer Cordès, oui. donc on connaît les rosiers Cordès. Voilà, alors lui, c'est déjà la 3e génération, puisqu'il y avait eu 2 Willem avant. Willem, le grand-père, qui était vraiment le lancement de cette grande société de rosiers. Et puis après, le père qui s'appelait William II. Et lui, Reimer Cordès, il a sorti quand même des variétés intéressantes. Il a sorti Alchimiste, qui s'écrit avec un Y et pas de E. C'est un buisson abricot, c'était en 1956. On le voit encore hein, dans les offres. Fait des neiges, Ah oui, qui s'appelait Schneewinten à l'époque, en allemand, et qu'on appelle beaucoup aujourd'hui Iceberg. 1958 est toujours une des variétés blanches les plus formidables. Ouais. Il y avait Lily Marlène. Oui. Lily Marlène qui est un polyantha rouge en 59. Et puis alors un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Westerland, qui est un gros arbuste avec des fleurs très très grosses, un peu jaune-orangé. Et je l'aime d'autant plus qu'il a servi de parent à Dominique Croix pour la création de ma propre variété Patrick Mulan, qui est donc un enfant de Westerland de Monsieur Reimer Cordès. D'un côté, j'ai un enfant qui est peut-être aussi un enfant de Monsieur Cordès, donc voilà, toujours. Donc il fallait faire un petit clin d'œil. Alors aujourd'hui, on fête la Saint-Gabin. Donc je ne sais pas s'il y a énormément de Gabins. Ah si, j'en connais un, tiens. Un jeune qui s'appelle Gabin. Bien sûr, Gabin, c'est revenu un petit peu à la mode. Bah, malheureusement, c'était un martyr. Hein. C'est pas de bol. Il a été martyrisé à Rome en 286, le pauvre. En tous les cas, qu'est-ce que l'on dit ? Eh bien, c'est Gabin, mais c'est aussi Gabia. Pour les filles, ça doit être Gabia. Et donc, c'est à la Saint-Gabia que fleurissent les Edgeborsia. Oh là, il nous a fait c'est beau, ça. Hein. J'adore cette plante. Dis-moi un peu ce que c'est, l'Edgeborsia. J'adore cette plante. L'Edgeborsia, lui aussi, fait ses fleurs avant d'avoir des feuilles. Il est tout seul en fleurs avec juste ses tiges. Alors, j'ai essayé de le planter chez nous. Ça n'a pas marché, autant te le dire, d'autant que c'était l'an dernier avec un printemps extrêmement froid. Donc, il est un peu limite en termes de résistance. C'est une plante qui est vraiment très jolie. On l'appelle le buisson papier aussi. C'est pas très grand, entre 1 et 2 mètres de haut. Une bonne longévité. Et puis des fleurs qui sont jaunes et blancs. En fait, elles sont plutôt ou blanches et jaunes. C'est Edgeworthia tomentosa, parce que Chrysantha, que tu m'avais écrit, a disparu. Ah bah alors, il a été remplacé par tomentosa. Bah oui, il faut regarder la botanique. Tiens, dans la famille des Timelaceae qu'occupe notre Edgeworthia, qu'est-ce qu'il y a que tu connais ? Peut-être que le Daphné. Bah voilà. Bon, ouais. ça va aller avec ça. Pimelea, non. Non, Pimelea, inconnu. c'est sympa aussi. Ça fait des espèces de boules roses. C'est une plante vivace. Bon, donc en tous les cas, redis-nous ton joli petit dicton. Bah oui, c'est à la Sainte Gabia que fleurissent les Edgeworthia. Et moi, je vous dirais qu'avec les frimas de Saint-Gabin, dans le jardin revient le robin. C'est quoi le robin ? Le robin, c'est un vieux nom du rouge-gorge, ça ? Oui, tout à fait. Ah, oui. Alors, vieux nom ou nom anglais, parce que le Red Robin, c'est le nom anglais du rouge-gorge. Ah bon ? Oui, ils appellent ça comme ça. Ah, dans Batman et Robin, c'est pas le même. Non, je pense pas. Hein. Et Saint-Gabin dans le vent, camélia sous le paravent. Nous avons une question de Rachel. Elle a planté dans son beau jardin dans la plus belle ville du monde, à Nancy, un figuier sur tige qui a souffert de la gelée malgré un voile d'hivernage. La neige a stagné sur le voile, brûlant les rameaux. Il est reparti du pied et a formé plein de branches. Faut-il le retailler en forme d'arbre ou le laisser en buisson ? Bah ça, c'est comme on veut. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai qu'une plante qui a été agressée, soit par le gel, soit par vous-même, hein, c'est-à-dire que si vous le coupez comme ça, vraiment à ras, généralement, ça repart un petit peu de partout, parce que sur la plaie que vous avez fait, il y a des yeux dormants qui vont tous se réveiller, puisque, je vous rappelle, hein, dans les végétaux, il y a ce qu'on appelle une prédominance apicale, c'est-à-dire que c'est toujours l'extrémité qui reçoit le maximum de sève, et donc ça repart de là. Pensez-y, quand vous taillez, il faut savoir qu'un œil, quand il est dirigé, mettons, vers la gauche ou vers la droite, peu importe, il va démarrer dans cette direction-là. Donc quand vous voulez une branche qui se dirige vers la droite, vous ne coupez pas sur un œil qui va diriger vers la gauche. Donc, parce que c'est là que ça repart. Donc sur votre figuier, oui, peu importe. Alors, bien sûr, le fait qu'il soit redémarré en buisson, ça sera plus facile
de le conserver comme ça. Parce que refaire un tronc à partir d'une plante qui a foisonné, c'est pas très simple. C'est faisable, mais il faut du temps et une certaine connaissance en matière végétale. D'abord, il faut sélectionner la pousse qui est la plus vigoureuse, éliminer les autres, être sûr que ça va bien se diriger dans le bon sens, puis après prendre patience le temps qu'elle grossisse. Et puis tutorer, parce que en général, elles sont obliques. Je dirais qu'aussi l'erreur qu'a fait Rachel, c'est d'avoir sans doute taillé son figuier trop tôt, parce que dans les régions où il fait assez froid, le figuier peut tenir le coup, c'est relativement rustique un figuier. Bon, pas à 2000 mètres d'altitude, en plein vent, etc. Mais globalement, si vous le mettez dans un endroit relativement abrité, ça pousse bien. Il vaut mieux tailler au printemps, lorsque la plante redémarre, parce que là, vous voyez les parties qui ont été agressées par le gel et qui ne redémarreront pas. Si vous coupez trop tôt, vous avez strictement aucune idée de l'endroit où ça va redémarrer au printemps. Qu'est-ce que tu rajoutes à ça ? Juste que Rachel, a priori, n'a pas taillé, c'est la plante qui a complètement gelé. Donc c'est vrai que je pense que, connaissant Nancy un petit peu, elle a dû geler au début du printemps. Il a fait extrêmement froid au début du printemps 2021. Et donc là, ça a pu coincer et ça a pu complètement geler, noircir. C'est peut-être pour ça qu'elle est obligée de le couper maintenant de la base. Bah écoutez, on le coupe, on attend, on est toujours patient et on garde quoi ? Au départ, 5 branches principales pour faire le buisson. Ça sera tout à fait suffisant. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Je vous ai prévu aujourd'hui un sujet qui va vous paraître peut-être rébarbatif, mais qui est extrêmement important, surtout dans la mesure où nous sommes souvent questionnés sur ce sujet. C'est le jardin et la loi. Essentiellement, ça porte sur les distances de plantation, le voisinage, etc. Mais vous verrez que ça porte aussi sur les constructions que l'on peut faire dans le jardin et également sur certaines actions, comme notamment brûler des déchets. On va commencer par les distances de plantation parce que c'est ce qu'on nous demande tout le temps. Et mon cher Roland, lis-moi un peu l'article 671 du Code civil, s'il te plaît. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des 2 héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Avec ce langage un peu empoulé, vous avez pu comprendre que lorsque vous plantez un végétal pas très loin d'une propriété voisine, il faut prendre certaines précautions. Donc, à savoir, pour les végétaux qui ne dépasseront pas 2 mètres à l'âge adulte, vous pouvez les rapprocher de 50 cm, mais attention, la distance à prendre en compte, c'est sur l'axe médian du tronc. Ne plantez jamais exactement à 50 cm. Prenez 15-20 cm de distance de façon à jamais pouvoir dire « Ah, il y a 1 millimètre là !» Bon, parce que si on a un voisin casse-pied, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, tout le monde le sait, bah si, parce que c'est ça qui encombre les tribunaux dans notre pays. Ben oui, parce qu'il y a énormément de problèmes de voisinage. Donc, minimum 50 cm pour les plantes de 2 mètres de haut, maxi, et après, minimum 2 mètres pour les grands. Mais on va voir après qu'il y a quelques problèmes qui peuvent se passer, donc tenez surtout compte de la distance par rapport à la taille adulte potentielle de votre arbre. Par exemple, on ne va jamais avoir l'idée de mettre un cèdre à 2 mètres de distance, sachant que sa largeur à l'âge adulte va être de 10 mètres. Ouais. Donc ça, c'est invraisemblable. Donc il faut quand même faire attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planter le long d'un mur séparatif ou d'une clôture. Pourquoi ? Alors, si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Ça veut dire donc que ça vous limite, n'avez pas le droit de coller une plante grimpante ou simplement un espalier sur un mur qui n'est pas celui de votre propriété. Ou, s'il est mitoyen, vous avez le droit sans qu'aucune distance minimale soit prescrite. C'est ça l'avantage. Ah oui.
Si un espalier, ça va faire en général dans les 2,50 m, 3 mètres de haut, enfin la hauteur du mur en général. Bon, là, personne ne peut rien vous dire. Comment est-ce qu'on reconnaît si un mur est mitoyen ? La limite de séparation passe juste sur ce mur. Tu la connais pas, tu n'es pas géomètre, tu ne sais pas exactement où est la limite. Non. Sur un mur mitoyen, on a un faîtage comme un toit à 2 pentes. C'est-à-dire que vous avez la pente de votre côté et la pente du côté du voisin. Ça, c'est un mur mitoyen. Quand il n'y a qu'une pente, le mur appartient à celui qui a la pente de son côté. Et quand c'est plat ? C'est rare qu'il y ait des murs plats. Chez nous, avec le Jackie, on a un mur qui est tout plat. Oui. Alors, tu verras que dans la législation, toute construction sur une limite séparative est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait preuve du contraire. C'est ça la loi. Donc si vous avez des haies, par exemple, vous ne savez pas du tout qui est-ce qui les a plantées ni quand, si elles sont sur la limite de propriété, vous pouvez considérer qu'elles sont à moitié à vous et à moitié aux voisins, à moins qu'ils le sachent. Si on ne se conforme pas à ce qui a été dit précédemment, il y a un article 672 du Code civil qui est important de connaître. Eh bien oui, parce qu'il dit cet article que le voisin peut exiger à son choix que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Donc ça c'est important, donc la prescription trentenaire. Donc si vous pouvez prouver que votre arbre mal placé a plus de 30 ans, si vous avez votre cèdre du Liban qui fait 20 mètres de haut, personne ne peut vous obliger de l'arracher. Et là je te dirais que c'est facile de voir l'âge, puisqu'il suffit de le couper et on voit les cernes. Oui, ça c'est intelligent ça. Ça serait une bonne idée. Sachez ça, c'est que on peut vous contraindre par la loi à quand même réduire la taille de vos plantes si vous n'avez pas respecté la distance. La prescription trentenaire, ça s'applique bien, mais si il est gênant, vous pouvez quand même intenter une démarche en justice en disant attention, quand même cet arbre, soit par exemple il menace mon toit, enfin des choses comme ça. Parce qu'il y a quand même aussi une sorte de logique. Alors, si vous avez planté votre arbre à bonne distance, mais qu'il a grandi, et puis il y a des branches qui dépassent sur le voisin. Il y a l'article 673 du Code civil. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ces arbres qui dépassent chez son voisin au niveau de la limite séparatrice. C'est d'un droit absolu, même si l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre. Donc ça, c'est assez terrible. Ça s'analyse de deux façons. 1, votre voisin a planté quelque chose qui dépasse chez vous, vous n'avez pas le droit de le couper vous-même. La loi dit bien contraindre le propriétaire à les couper. Donc il faut que ça soit le propriétaire de l'arbre qui fasse le travail. La deuxième chose, et ça c'est important pour vos propres plantations, c'est de savoir que la loi se contrefiche de la valeur patrimoniale, entre guillemets, ou même écologique, de vos plantations. Si vous n'avez pas respecté la distance, on peut vous contraindre de les retailler, même si ça entraîne la mort de l'arbre. Donc c'est la loi qui est plus importante que la vie des végétaux. Est-ce que aussi cette loi se limite aux branches ? Eh bien non. Si vous avez des racines, des rejets qui avancent sur le terrain, par exemple si votre voisin a planté trop près, vous avez le droit à cette fois de les couper vous-même ou d'appeler un professionnel pour le faire. Les branches, non. Les racines et les rejets, oui. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, ça, c'est toutes les subtilités de la loi. Nos administratifs sont des gens formidablement subtils. Est-ce que la coupe doit être immédiate ? Non. En fait, vous pouvez quand même dire à votre voisin, pas de problème, je vais respecter la loi, mais... Alors, ce n'est pas le cas en ce moment, c'est la bonne période. Mais si, par exemple, il vous dit ça au mois d'août, vous pouvez dire, attendez, oui, je le ferai, mais pendant la période valable pour la plante, parce que là, on respecte quand même le droit de la plante, si je puis dire, d'être taillée correctement. Si vous êtes locataire, c'est vous qui devez payer les frais d'entretien et d'élagage des plantations, notamment dans le cas où les branches dépassent chez le voisin. C'est pas le coût de rabattre l'arbre s'il a mal été planté, mais si il dépasse chez le voisin,
C'est vous qui devez le faire. En tant que locataire, c'est pas le propriétaire qui est chargé de ça. Voilà, c'est le locataire qui doit le faire. Alors je peux vous le dire, carrément, c'est le décret du 26 août 1987. Vous avez un truc aussi qu'il faut savoir, c'est s'il s'agit d'un arbre fruitier. Ah, les fruits. Les branches dépassent chez vous. Il y a des pommes délicieuses. Il faut attendre qu'elles soient tombées au sol pour avoir le droit de les ramasser. Vous n'avez pas le droit de les cueillir vous-même. Il faut que ce soit la nature qui vous les offre. Ah oui, d'accord. Et discrètement, on ne peut pas les couper ou non. Il faut que ça soit tombé. Je pense qu'il faut aussi essayer d'avoir des relations de bon voisinage quand même. Hein. Mais voilà. Il y a plein de choses qui sont plus ou moins complexes, subtiles, etc. Après, il faut voir les avocats. Il y a une chose qu'il faut quand même aussi voir, autre que les arbres et les arbustes. Par exemple, si vous êtes en ville et que vous avez envie d'accrocher des balconnières à votre balcon, qu'est-ce que vous impose la loi ? Vérifiez qu'il n'existe pas d'arrêté municipal ou de règlement de copropriété qui ne vous l'interdise pas. Bon, ça va, ça c'est cool. Oui, mais il faut penser à deux choses. Un, bien entendu, de fixer très solidement à l'intérieur. On n'a pas le droit d'accrocher des balconnières à l'extérieur. Sauf si vous le faites dans votre propre jardin. Mais dans un immeuble collectif qui donne sur la rue, les balconnières doivent être accrochées côté maison, pas côté rue. Parce que si ça tombe, c'est pas bien. Et puis surtout, il faut penser aux écoulements. Quand vous accrochez des balconnières, vous allez les arroser. Si l'eau dégouline et tombe sur les passants qui sont dans la rue, vous pouvez avoir des ennuis. Les lois qui régissent ces cas de figure sont dans le Code civil aux articles 1240 à 1244 que nous ne vous lirons pas parce que c'est franchement casse-pied. Alors ensuite, il y a au niveau de la loi un vrai problème qui se pose aussi, c'est l'utilisation de la tondeuse ou de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse, enfin de tous les appareils à moteur qui font un bruit infernal et qui dérangent les gens. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous dit que le tapage diurne englobe les nuisances sonores susceptibles de troubler le voisinage. Donc évidemment, il y a l'animal, il y a les gens qui font un peu de bruit, il y a la télévision. C'est l'article R 1336.5 du Code de la santé publique qui précise qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Comme d'habitude, c'est très ambigu. Alors globalement, on vous dit que en semaine, du lundi au vendredi, entre 8h30 et midi, et de 14h30 à 19h, vous n'avez pas de problème. Le samedi, c'est plutôt de 9h à midi et de 15h à 19h. C'est bon. Et le dimanche, c'est de 10h à midi. Il y a des endroits, attention, c'est pas si simple, parce que les maires ont tout pouvoir pour créer une réglementation. C'est pour ça qu'on vous disait, il faut aussi regarder systématiquement le code local par rapport à certains usages. Dans beaucoup d'endroits, dans les grandes zones urbaines, il est totalement interdit d'utiliser le dimanche le moindre outil à moteur. Bon là maintenant on a des appareils électriques, donc on est beaucoup moins embêté. Oui, mais si par exemple tu prends du souffleur, ça fait quand même beaucoup de bruit, même s'ils sont à batterie, parce qu'il y a aussi le ventilateur. Voilà. Et on terminera avec la fameuse histoire de l'impôt abri de jardin et de la nécessité ou pas de déposer un permis de construire avec un abri de jardin. Alors c'est très très particulier cette histoire-là aussi, je trouve ça totalement stupide. Pour un abri de jardin où une serre dont la surface au sol est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, déjà pas grand-chose, vous n'avez pas d'autorisation nécessaire, à condition, imaginez, que la hauteur ne dépasse pas 12 mètres. Alors vous faites un truc de 5 mètres carrés et de 12 mètres de haut, c'est une colonne, quoi, ça sert à rien. Pour les cocotiers peut-être. Oui, peut-être, voilà. Au-delà, si c'est entre 5 et 20 mètres carrés et toujours une hauteur inférieure à 12 mètres, vous avez juste à faire une déclaration de travaux. Mais si vous avez plus de 20 mètres carrés, là, vous êtes obligé d'avoir un permis de construire. Donc, contrairement à ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de raconter dans la presse sur ce fameux impôt abri de jardin qu'on avait dit, parce que quand vous déposez un permis de construire, vous avez systématiquement une taxe qui s'impose, là, c'est la taxe d'aménagement qu'on appelle ça, par rapport à la surface construite. Donc notamment quand vous construisez un pavillon, avant même
que vous ayez mis 2 briques, vous allez avoir à payer un impôt qui peut être assez élevé. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. Sachez simplement que pour les abris de jardin, s'ils font moins de 20 mètres carrés, ça fait un très très grand abri de jardin, 20 mètres carrés quand même. Ouais, ça fait une serre. Vous le déclarez parce qu'ils vous rentreront dans vos impôts locaux, mais il n'y aura pas ce fameux impôt à payer une seule fois. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Si les voisins sont sympas, vous dites rien. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Monsieur Roland, il y a de l'actualité, il y a des choses qui commencent à arriver, des plantes qui peuvent être sympas, on se rapproche du printemps. Eh ben oui, puis on commence à regarder un peu ce qu'on va installer dans le potager, en tout cas c'est mon cas, le piment La Sustea de chez Ducretet. C'est un nouveau piment bipérabasque doux qui se rapproche du type Guernica, donc c'est un piment qu'on connaît déjà. Alors il a des fruits qui vont devenir rouges, mais on va les récolter quand ils sont verts, et c'est une plante assez vigoureuse. Les fruits font à peu près 15 cm de long, et c'est surtout la chair du piment qui est intéressante parce qu'elle est assez fine, elle est assez douce, elle est surtout sans amertume. Donc c'est vrai que... pique pas. Eh ben non, justement... c'est un poivron. Justement, non, c'est entre les deux. Je vous en reparlerai, je pense, au mois d'août ou au mois de septembre. Donc nous aurons des piments vitellois, ça va être extrêmement intéressant. Espérons qu'on aura une canicule, sinon ils vont pas être bons. C'est pas gentil. Moi, je voulais vous proposer des abris très décoratifs. Pour les oiseaux, les nichoirs, c'est quand même encore le moment. Ils sont vraiment comme des petites maisons. Ils ont été faits par Wildlife Garden. Je pense que c'est une entreprise britannique parce que souvent les Anglais ont des idées comme ça pour décorer. Sur les nichoirs, on en voit déjà pas mal de cette sorte-là. Mais si on regarde bien, il y a quand même des choses qui sont sympas parce qu'ils ont pensé aux trous d'envol. Ça, je pense que tu insistes beaucoup là-dessus sur la qualité. Oui, en particulier pour les mésanges, c'est des trous de 24 mm. Donc on doit bien respecter ça. On doit respecter aussi qu'ils soient protégés, ces trous, pour pas que des prédateurs viennent abîmer le trou. Alors là, c'est le cas puisqu'on a le toit qui déborde. Mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il y a des sortes de petits perchoirs sur le côté, et ça permettra quand même aux parents de pouvoir arriver plus facilement. Alors peut-être aux chats aussi de s'agripper. Peut-être pas, parce que c'est petit là. Ils font aussi des abris pour les abeilles, ça c'est le truc classique, mais au niveau esthétique, c'est quand même très sympa. Pour les papillons, alors je sais pas si ça marche vraiment, mais alors ce que j'ai trouvé rigolo comme tout et puis sympathique, c'est qu'il y a un abri pour chauves-souris qui ressemble un peu à un château hanté. Voilà, alors c'est peut-être pas d'un décoratif terrible dans le jardin, je sais pas, chacun son goût, mais j'aime bien aussi l'abri pour écureuils, enfin la mangeoire pour écureuils. Les écureuils, c'est des animaux sympathiques, mais alors complètement évaporés. Ils cueillent des trucs, ils en mettent partout, ils se rappellent plus. Donc là, au moins, vous leur mettez cet abri et ça sera tranquille. Donc ça s'appelle wildlifegarden.fr. C'est tout simplement un site internet. Alors, en pensant aux écureuils, aux oiseaux et aux papillons, on va se prendre un petit café et une page de publicité. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tache ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Coucou Virginie B. Qui nous dit: je vais bientôt recevoir ma commande de rosiers à racines nues. Mais du coup, je me demandais comment faire s'il y a plusieurs jours de gelée. Dois-je les planter quand même ou attendre que les gelées passent? Et dans ce cas, comment les conserver puisqu'ils sont à racines nues? Alors je crois que nous avions déjà plus ou moins répondu à ce genre de questions, à savoir que tout dépend du temps que vous disposez et puis surtout de ce que vous propose la météo. Si nous sommes dans une période où le gel va être très prolongé, on va dire plus d'une semaine, même au moins 4 jours, parce que le colis, s'il est bien fait, les plantes, 4 jours,
dans le garage, endroit donc assez frais, vous les gardez comme ça, il n'y a pas de problème. Au mieux, jusqu'à 1 semaine. Bon. S'ils ne sont pas bien emballés, et si jamais vous êtes dans une région où le gel persiste longtemps, il faut avoir prévu ce que l'on appelle une mise en jauge. Tu fais comment, toi ? Mise en jauge toute simple, hein. Je vais prendre un coin isolé du potager, je vais faire une tranchée, enlever la terre, la mettre sur le côté, coucher les racines là long, peu importe comment ils sont couchés, c'est pas la peine de les planter, recouvrir avec la terre et puis voilà, c'est suffisant, ça nous fait une petite tranchée et c'est pratique. Alors moi je préfère généralement les recouvrir avec du sable plutôt qu'avec la terre. Si la terre elle est très épaisse, il peut y avoir un petit peu trop d'humidité, mais en général on fait tout simplement comme ça. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, ça va être affreux. On va parler de choses monstrueusement horribles que tout le monde déteste, mais qui sont tellement importantes au niveau de la nuisance, surtout sur les plantes de la maison, que je pense que ça va vous intéresser. Et on va surtout essayer de vous donner des méthodes pour les éliminer. Je veux parler des cochenilles qui actuellement sont la plaie de monsieur Roland Motte, ou plutôt de son citronnier. C'est une galère. Je suis à la limite de la dépression. Ah oui. Ouais, c'est très compliqué de les enlever. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes. Elles restent là. Elles sont encore là. C'est sur un citronnier. J'en ai déjà perdu 2 l'an dernier à cause de ces petites bêtes-là. J'étais pas assez attentif. Je suis attentif maintenant, mais malgré tout, elles sont très présentes. Oui. Alors elles sont là. Sur les citronniers, c'est des cochenilles à bouclier, c'est-à-dire dans des espèces de pustules un petit peu arrondies. C'est pas des cochenilles farineuses. Si, c'est des farineuses. Ah, t'as des farineuses ? Oui, j'ai des farineuses, oui. Ah, mais ça, c'est parce que il fait trop chaud. Dans la serre, à l'extérieur, qui est maintenue hors gel la nuit, donc on a... T'as chauffé ? Uniquement la nuit. J'ai réglé de 1h à 5h du matin s'il fait froid. Donc tu vois, ça reste quand même équilibré. Dans la serre, il fait entre 0 et 5 degrés. Alors il faut dire qu'on assiste vraiment ces dernières années à une recrudescence des attaques de cochenilles. Ça vient bien sûr de l'évolution récente des pratiques phytosanitaires, c'est-à-dire qu'on n'a plus de produits. Mais sur les cochenilles, au niveau amateur, il faut bien le dire, on n'a jamais eu vraiment grand-chose de très très efficace. Mais au niveau des professionnels notamment, c'est embêtant. Et il faut savoir que de plus en plus de plantes que l'on vous vend, en apparence totalement saines, sont en réalité porteuses. L'invasion des cochenilles et surtout l'accroissement des espèces qui sont présentes sur notre pays, c'est impressionnant. À la fin des années 80, alors sur le monde, on connaissait environ 5000 espèces. 5000 espèces. Aujourd'hui, on en connaît plus de 8000. Entre 80 et maintenant. Mais en France, on a 121 espèces de nouvelles qui sont arrivées cette année en France. Ces cochenilles, qui sont des insectes, piqueurs, suceurs, sachant qu'il n'y a que les femelles qui sont méchantes pour nos plantes, les mâles, eux, d'abord, vivent pas très très longtemps et ils se nourrissent complètement d'autre chose. Je ne sais pas trop de quoi d'ailleurs. Et les mâles, c'est ceux qui voyagent, hein, c'est ça. Ça ressemble pas. Le mâle, on dirait un moucheron, c'est minuscule. Et je pense que ça se nourrit pas parce que ça vit un jour ou 2. En revanche, les femelles, elles peuvent vivre plusieurs années. Et pendant ce temps-là, elles vous bouffent vos plantes. Et puis, c'est très 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 prolifique. Ça pond, ça pond, et ça pond, et ça pond. Alors, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi j'ai des cochenilles alors que j'avais rien avant ? Oui, c'est vrai, c'est une vraie question. Pourtant, on les trouve dans l'air. Plancton aérien. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi que les larves, elles, sont mobiles dans une grande partie de leur vie avant qu'elles se fixent. Et elles peuvent être un peu partout sur la plante, donc le vent peut les emporter, bien sûr. Comme c'est minuscule, ça vole. Mais surtout, ça vient souvent tomber sur le poil d'un animal ou les plumes d'un oiseau, et vous imaginez une cochenille minuscule sur un oiseau qui va faire quelques kilomètres, ça se dissémine. Les fourmis aussi sont vraiment des transporteurs de ces cochenilles. Ça permet la dispersion des espèces. Quelles sont les conditions qui vont favoriser l'apparition et le développement des cochenilles ? Pour ma part, je les trouve l'hiver sur les plantes d'intérieur. Quand il fait un petit peu plus chaud, l'ambiance est un peu plus sèche, mais il faut de la chaleur quand même. Et il faut de l'humidité. Oui. Ah oui, parce qu'en plus, on vaporise nos plantes d'intérieur. L'air peut être sec et chaud, mais il faut qu'il y ait un peu d'humidité sur les plantes elles-mêmes. Et ça aide. Donc, si vous avez des endroits qui sont un peu confinés,
Et c'est vrai qu'en cette saison, c'est difficile d'ouvrir la serre, de laisser le grand vent passer, etc. On veut faire l'inverse. Eh bien, dans ces cas-là, c'est extrêmement favorable. Faites attention aussi aux fourmis, parce que vous en avez plein qui vivent en commensalisme avec la cochenille, parce qu'elles se nourrissent de leur miel-là, comme elles font des pucerons, et elles vont faire en sorte que leur cheptel de cochenille, elles puissent les garder. Il faut contrôler tout ce petit monde-là pour que nos cultures restent vraiment bien en place. Et puis, dernière chose, ça va bien sûr dans le sens de Roland, les cochenilles sont des ravageurs de faiblesse. Il faut, quand les plantes sont stressées, quand elles ne sont pas dans les conditions idéales de leur développement, elles sont plus facilement attaquées, tout simplement. C'est d'ailleurs surprenant, dans notre serre, nous avons 3 agrumes, il n'y en a qu'une qui est touchée, et les autres n'ont absolument rien. C'est 3 espèces différentes. Oui. Donc il doit y en avoir une qui est beaucoup plus attractive, appétante, sans doute, que les autres. Tout déséquilibre, qu'il soit nutritionnel, donc la plante à la faim, vous l'avez mal nourrie, ou hydrique, elle a soif, par exemple, ou au contraire, elle a trop d'eau, eh bien, quand il est constant, quand il est répété, ça devient un terrain très très propice au développement de toutes les cochenilles. On va les repérer comment ? D'abord, le côté collant, qui est déjà le premier effet sur les feuilles, ça colle. Ça peut être des pucerons, ça peut être des trips, ça peut être tous les insectes piqueurs-suceurs font des miels-là. En général, en hiver, c'est souvent la cochenille. Les pucerons, ils dorment, on ne les voit pas. Les aleurodes, les aleurodes, on les voit beaucoup. Vous savez, c'est les petites mouches blanches qui sont sous la face inférieure des feuilles. Ça fait beaucoup de miel-là aussi. Des espèces de amas cotonneux, c'est les cochenilles farineuses. Et puis, comme je vous disais, donc ces espèces de petites coques, des carapaces, comme des petits boucliers. Il y en a sur les feuilles, mais c'est souvent plutôt le long de la nervure principale et sur les très jeunes tiges. Oui. On a beaucoup de ces cochenilles-là. Sur le limbe lui-même, non, beaucoup moins. Rarement. Et puis, on a la fumagine, après, qui va nous permettre de repérer. Ça, c'est pareil sur tous les insectes piqueurs-suceurs. Et la fumagine, moi, je la vois souvent plus avec les trips, notamment, parce que là, c'est vraiment terrible. Je vous disais que ça pond beaucoup, et c'est 300 à 500 œufs. Quels sont les dégâts ? On commence à voir les feuilles qui jaunissent, en tout cas, je te parle de ce que je constate malheureusement, et ça va jusqu'à la mort, carrément, de la plante. Quand l'invasion est trop forte. Ouais. Évidemment, il faut qu'on s'en débarrasse. Je vais vous donner, moi, ma technique que j'ai déjà mise un peu partout, racontée des années durant sur RMC. Vous avez fait un article sur notre site internet Nous Jardin TV. Je vous le rappelle, il vous faut 1 litre d'eau et une cuillère à café des 3 ingrédients suivants. Vous prenez du savon noir liquide, vous prenez de l'alcool, 60-90 degrés, peu importe, et de l'huile de colza. Vous mélangez doucement tout ce truc-là et vous allez pulvériser sur la plante. Alors attention, les végétaux dufteux, feuillage très tendre, etc., souvent ils n'aiment pas. Mais par exemple, sur les agrumes, il n'y a vraiment pas de problème, ça supporte bien. Sur les cycas, les cactus, non, ça ne va pas non plus. Mais pour que ça soit efficace, il faut faire 2 traitements coup sur coup, à une demi-heure d'intervalle. Et surtout, il faut répéter tous les 8-10 jours. Je disais 3 fois, mais maintenant j'en suis à dire jusqu'à temps qu'on s'en soit débarrassé. Les cochenilles farineuses, elles vont disparaître parce que ça va vraiment les avoir éliminées, elles vont tomber. Les cochenilles à bouclier, très souvent, vous avez l'impression qu'elles sont toujours là parce que le bouclier est collé et la cochenille qui est en dessous, elle, en revanche, elle est morte. Donc c'est plutôt les dégâts qui vont s'arrêter. Je voudrais quand même, parce que je sais que Roland, même ce genre de traitement, il n'aime pas trop faire, qu'on parle de quelques solutions complètement bio, à savoir des auxiliaires. Ah oui, auxiliaires. Pendant l'été, je veux bien le croire. Par contre, l'hiver, pour les trouver, c'est compliqué. Et puis ça marche pas. Et puis la larve de chrysope, par exemple, ou Cryptolemus, qui est une petite coccinelle. Mais la difficulté, c'est de les faire venir, puisque souvent on les trouve sur Internet, ou on va les trouver en transport par la jardinerie du coin. Et l'hiver, ça se transporte plutôt mal. Leur action, elle se fait entre 15 et 30 degrés, donc plutôt quand il fait assez chaud. Donc la chrysope, c'est pas le plus efficace parce que c'est seulement les larves de chrysope qui sont efficaces et elles sont polyphages. Elles vont manger plutôt les pucerons d'abord, s'il y en a, et les cochenilles après. Cryptolemus montrouseri, ça c'est très très efficace. Ça peut être contestable parce que c'est une cochenille australienne. Donc est-ce que c'est vraiment très bien d'introduire un insecte... une coccinelle mangeuse de cochenilles. J'y arriverai pas, tant pis, merci beaucoup. Et puis on peut compléter l'action avec Leptomaxis dactylopi. C'est un hyménoptère, lui. Alors c'est une horreur, parce qu'il va pondre à l'intérieur même de la cochenille, et sa larve va manger la cochenille par l'intérieur. Mais vous vous rendez compte qu'un seul
leptomastis peut parasiter 50 à 100 cochenilles par semaine. Donc, comme il vit à peu près 3 semaines, mais il lui faut une température de 24 degrés. C'est ça le petit problème que l'on pouvait dire avec les cochenilles. Donc, regardez bien News Jardin TV. On a 2 vidéos. Une avec mon fameux anti-cochenille Miu Miu. Une autre, justement, avec des auxiliaires. Et ça vous donnera certainement envie de les éliminer. Question de Saïf. Je voudrais savoir s'il est obligatoire d'attendre que les pommes de terre commencent à germer avant de les semer, ou de les planter. Par ailleurs, peut-on utiliser les tubercules récoltés pour les cultiver à nouveau ou bien faut-il attendre quelques jours, voire des semaines ? Première chose, il ne faut pas confondre les pommes de terre de consommation avec les plants de pommes de terre. C'est pas qu'on ne peut pas, mais moi je ne conseille pas d'utiliser des plants de pommes de terre qui n'ont pas été contrôlés comme le font les services officiels au niveau des plants, pour avoir vraiment une bonne végétation. Parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont des virus. C'est pas extrêmement grave comme ça, sauf que ça entraîne des dégénérescences régulières de génération en génération. Donc il faut faire attention. Et puis je dirais qu'utiliser les pommes de terre qu'on a arrachées régulièrement, la dégénérescence va être assez rapide. Si c'est soi-même, oui, aussi. En plus, si vous avez déjà, par exemple, utilisé une pomme de terre, que vous avez réutilisée après, vous allez avoir une catastrophe au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment néfaste, mais pour l'ensemble de ce type de plante. Donc, ne le faites pas. L'important, c'est d'acheter des plants de pommes de terre qui sont contrôlés. Moi, je préfère les acheter germés. Oui. Nettement plus simple et nettement plus pratique parce que le germer soi-même, ça prend un certain temps, ça demande un peu de technique et on n'est pas sûr du résultat. Donc autant utiliser aujourd'hui des clayettes de plants germés. Alors ça va arriver dans le commerce, je me demande même si d'ailleurs les jardineries en ont pas déjà. Vers le 20 février en général il y en a. Vous ne vous excitez pas à la plantation des pommes de terre, il faut que la terre soit à 10 degrés minimum pour que la germination se fasse correctement. Donc on peut les acheter, mais si vous avez une cave, vous les gardez tranquillement. C'est d'ailleurs un vrai problème parce qu'elles commencent dès maintenant et quand on habite dans des pays où il fait un peu frais, on attend que le lilas fleurisse pour planter, il y a des fois 1 mois ou 2 et on ne trouve plus les variétés qu'on voulait en magasin. Je vous ai dit d'être patient, alors on patiente encore une petite minute pour une page de publicité et on se retrouve tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Le printemps n'est pas là, donc il faut être toujours prudent, mais on a envie qu'il arrive. Ah oui, ça gratte. Donc ça gratouille, on a envie de sortir au jardin, on a envie de faire beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine ? Je vais m'occuper de la tour hydroponique. C'est un gadget que j'avais commandé parce que je trouvais ça sympa pour tester. J'y ai pris goût. Ça fait 3 ans qu'on l'a, cette tour hydroponique. Et donc là, maintenant, il faut la préparer pour le printemps. Je me suis pris un peu tard l'an dernier. Cette année, je veux vraiment être à l'heure et faire les premiers semis. C'est un gadget ? Il y a 36 alvéoles. Donc ça nous donne 36 plants quand même sur 1 mètre carré, puisque la tour est en hauteur. Mais 36 plants de quoi ? Basilic, salade, essentiellement des légumes feuilles. Salade ? Oui, salade. Donc tu arrives à avoir des belles pommes ? Je te montrerai des photos si tu es sage. J'en veux. Mais ça te donne des pommes grosses comme ça. On voit bien à la radio, mais c'est gros comme ça. Ah oui, ça donne des belles choses.
Nous avons testé par le passé les tomates, les poivrons, mais c'est pas bien, ça va mieux avec des légumes feuilles. J'avais fait une erreur aussi, j'avais mis de la menthe pour voir, mais là les racines m'ont un peu envahi, c'était ingérable. Et donc là maintenant, il faut préparer, voir ce qui a tenu, racheter de la laine de roche, faire le point de ce qui me reste en laine de roche, trouver les graines évidemment, mais ça va, c'est pas le plus compliqué. Et les fraisiers? Et les fraisiers, c'est possible également. Alors, mais en semis, on est toujours pareil, on est sur tu du veux pas semis. planter dedans? Je préfère faire du semis, ça me permet de contrôler un petit peu, de mieux voir comment ça va pousser. Pendant 10 jours, je mets pas d'engrais le temps que ça lève, et puis ensuite, on va rajouter d'engrais organiques liquides. Le semis permet de voir pousser, c'est fun aussi, mais on récolte, et finalement, le goût n'est pas si mauvais que ça. On m'avait dit, non, tu vas voir, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. On va nettoyer des choses dans le jardin, les plantes vivaces, il n'y a plus grand-chose. J'attends quand même le printemps pour le faire, parce que d'abord, ça me permet de les repérer. Tu sais, quand on a ces vieilles tiges toutes sèches, là, au moins, tu sais où elles étaient. Parce que oui, quand mais tu là, au coupes printemps, on va commencer à voir les petits machins qui sortent. ça commence à pointer. Ouais. Il reste encore quelques tiges un peu justement, sèches. ces petites choses sèches, il faut les nettoyer. Oui, tu prépares tes carrés potagers. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un travail de fou, ça. Je ne le souhaite à personne. En fait, je vais vider certains carrés potagers parce que j'ai mon compost. Je vais refaire un peu, comme nous l'avions dit dans une précédente émission, comme des buts de permaculture. Je dis comme, parce que c'est pas tout à fait pareil. Tous les carrés ont baissé de niveau. Là, je vais regratter un peu. Je vais utiliser 3 ou 4 carrés pour reprendre la terre qui a été utilisée pour boucher les autres, en remettre dans les autres. Ça, c'est les plus vieux ou les plus récents que tu prends? J'essaye de tourner en étant du plus vieux au plus récent. Ça me fait 4 carrés à refaire en totalité puisque j'arrive au niveau du sol. D'accord. Et donc, je les refais. Compost, un peu de terre parce que j'ai la chance d'avoir un petit peu de terre, recomposte, un peu de terre et je termine avec un sac de terreau en général sur le dessus parce que c'est là où je vais cultiver, j'aime bien que ça soit assez meuble. Après, il faut se débrouiller pour avoir évidemment le compost, même s'il n'est pas complètement mûr, c'est pas dramatique, et puis un petit peu de terre, ça permet d'équilibrer. Mais quand tu arrives à la fin du cycle, il reste donc de la terre assez épuisée, que tu vas remettre dans le jardin, qu'est-ce que tu vas en faire? Non, je tourne. J'en remets qu'un petit peu chaque fois. Ça vaut plus rien. Non, parce que 4 sur 20 carrés, en 4 ans, j'ai fait le tour. Pour moi, tant que ça pousse. Et comme ça fait 10 ans que ça pousse, a priori, je devrais avoir une méthode qui n'est pas trop mal, en tout cas qui me satisfait. Ça le satisfait, écoutez, faites comme lui, après tout. C'est vrai que quand on voit son jardin, on peut se dire qu'on peut suivre à peu près ses conseils. On va aussi au niveau des plantes en pot, il y a besoin de faire parfois quelques tailles, quelques nettoyages. Comme tu viens de dire aussi, du surfaçage. Ah oui, surfaçage. Et puis on oublie, alors souvent, moi j'ai des questions sur Internet, des fois, je comprends pas, la plante va mal, on ne rempote pas assez. Le rempotage est capital. Plante en pot, ça se rempote, désolé, c'est comme ça. Voilà, tous les 3-4 ans en moyenne, quand on n'oublie pas. Remettre en route la tondeuse, c'est peut-être un peu tôt quand même encore. Enfin, tu peux la donner à réviser chez le marchand réparateur. On va pas tondre encore. Ah non, mais quand ça va être la cohue, là, parce qu'on va tous y penser au même moment. Tu vois, le 15 mars, on va dire oui, je comprends pas, ça démarre pas. Et tous, on va amener ça chez le même réparateur dans notre coin. Et il est tout seul, le pauvre. Et j'arrive, et il y a déjà 30 tondeuses qui attendent. Et donc là, tu te dis, ça sera dans un mois pour la tonte. Donc c'est pour ça que c'est bien d'anticiper. Donc si vous avez des tondeuses électriques, il n'y a pas d'entretien au niveau du moteur. En revanche, c'est bien quand même de changer la lame. Moi, j'aime bien changer la lame tous les ans. C'est la bonne méthode pour une raison toute bête, c'est que si elle a pris des coups, il peut y avoir une sorte de déséquilibre par rapport à l'axe du vilebrequin. Et donc, si la lame n'est pas parfaitement équilibrée, un petit peu comme le parallélisme des roues, eh bien, vous avez une usure moteur qui se fait beaucoup plus rapidement. Donc, changer une lame, c'est pas le bout de la planète et ça peut permettre à votre tondeuse de durer beaucoup plus longtemps. On va planter en pleine terre plein de choses. On peut planter des couvre-sols, c'est sympa, sur les talus, sur les pieds des arbustes, etc. Moi, je suis pas un adepte de la permaculture. En revanche, j'essaye aussi de couvrir le sol, mais avec des plantes qui sont très décoratives et qui sont sympas. Dans les régions au climat doux, vous pouvez planter les gerstromias, les albizia, les mimosas qui commencent à être en fin de floraison, mais pourquoi pas les planter aussi maintenant. Bruyères, haies, rosiers, fruitiers grimpantes vivaces. Enfin, c'est vraiment maintenant, à condition qu'ils ne gèlent pas, que l'on peut faire la plupart des très très belles plantations. Et puis vous continuez bien sûr à tailler la vigne et on peut commencer à tailler les agrumes et ça on en reparlera un petit peu plus tard. Alors mon ami Roland,
Que nous proposes-tu dans ton surf ? Eh bien, tu avais parlé de le ministère de la Transition écologique qui avait proposé un truc au sujet des pollinisateurs. Oui, tout à fait. Ok, je t'en félicite d'avoir parlé de ça. Moi, je vais te parler d'un copain. Son site s'appelle hôtel-a-insecte.fr. Alors évidemment, bon, il n'est pas doué en informatique puisqu'il a mis un nom à rallonge. Il n'empêche que c'est lui qui fait ses abris. Il fait des abris sur mesure. Il fait des abris aussi prêts à tout. C'est dans les Vosges, donc je peux t'en parler. J'ai visité son petit atelier. Donc c'est bien. Ah non, c'est parfait. C'est pire que ça. Ça s'appelle le jardinage entomologique. Sébastien, à la base menuisier, il s'est intéressé à tous ces petits insectes et donc il fait des stages. Il est au Val d'Ajol. En plus, c'est très joli, c'est magnifique là-bas. Il peut vous abriter chez lui. Il peut vous expliquer. Oui, enfin, c'est les insectes qu'il abrite ou c'est les gens ? Il a des abris à gens en même temps pour les insectes. Et donc, c'est lui qui fait ces fameux abris sur mesure. Il y a un château qui a commandé la réplique du château en abri insectes et il est capable de faire exactement ce que vous souhaitez. Oui, bah c'est bien parce que de toute façon, comme ça sert strictement à rien puisque les insectes vont pas dedans, alors là, ça sera au moins décoratif. Il t'entendrait, je pense qu'il te ferait... J'en vois plein partout, même dans les jardins familiaux qu'on a à côté de chez nous, il n'y a pas un insecte là-dedans. Bon, mais je te montrerai les miens parce que j'ai du monde. Oui. Bon, peut-être qu'il n'y a plus d'insectes chez nous, ça serait encore possible. Bah tiens, on va rester dans le bio. Non, slow forêt, la slow attitude, ça veut dire quoi ? On est dans une vie trépidante, dans une société qui n'arrête pas de bouger à 350 à l'heure, et on vous dit la slow forêt. Bon, ça aurait été quand même beaucoup plus malin d'appeler ça... La forêt lente ? Non, lui il dit l'esprit slow forêt. Bah, l'esprit forêt, ça aurait suffi. Bon, parce que, un constat, c'est vrai qu'en France, il y a quand même 3,5 millions de nos compatriotes qui possèdent un petit coin de forêt. Ah ouais, quand même. Ah, ça fait du monde, oui. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi acheter, mettre un peu d'argent sur une petite parcelle forestière. Donc, ce livre-là, il a pour but de vous aider à la cultiver, cette forêt. Parce que c'est pas un jardin, une forêt, mais c'est jardiné. Les forêts d'aujourd'hui sont plus naturelles, sont plus sauvages. Il est important de pas faire n'importe quoi, parce que là, on est sur un milieu quand même qui doit être aussi écologique que possible et aussi équilibré. Cultiver les forêts en respectant l'environnement, c'est la base même de tout ce que chacun a envie. Donc c'est un ouvrage plutôt pratique qui vous introduit vers la notion de biodiversité forestière. Il faut en faire l'inventaire, il faut aussi mettre en œuvre des techniques de gestion valables, rentabiliser sans dégrader, c'est ça qu'on cherche. Puis utiliser des filières locales pour développer des réseaux de vente de bois, etc. C'est pas mal comme livre, si on est intéressé. Il y a des photos qui sont tout à fait intéressantes, c'est pratique, même, vous voyez, il y a travailler en sécurité, par exemple, on vous raconte les choses qu'il faut pas faire. Un arbre, ça peut être potentiellement dangereux. Quand on les abat, puisqu'on utilise la forêt aussi pour l'exploitation, faut pas faire n'importe quoi. Donc le livre, il est plutôt bien, il y a que le titre qui aurait pu être un tout petit peu plus sympathique. Voilà. C'est chez Ulmer, ça coûte 26 €, il n'y a rien à dire de particulier. Livre magnifique, très très original, passionnant, etc. Ce livre, peut-être que vous le connaissez, ou du moins vous avez l'impression de le connaître, parce que il y a un livre qui s'appelle « Quand la nature inspire la science », c'est-à-dire donc le même nom, sauf qu'il n'y avait pas marqué biomimétisme, qui est sorti en 2011, toujours chez Plume de Carotte, c'était quasiment le même. Sauf que il a eu tellement de succès, ce livre-là, qu'ils ont décidé d'en faire une édition collector, c'est marqué sur la couverture, et ils l'ont remis au goût du jour, et c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant ? Parce que on y apprend tout ce que la nature peut nous avoir apporté dans les inventions ou les découvertes humaines. Que la bardane, par exemple, c'est ce qui a permis de créer le velcro. Ah oui, le scratch. Que la première montre au réveil a été inspirée par le grillon. Que la coquille Saint-Jacques est à l'origine de l'invention de la tôle ondulée. Que les yeux anti-reflets des mouches ont permis la création des panneaux voltaïques. Tiens, la nervation des Victoria Amazonica, ça a aidé à faire l'architecture du palais de Crystal Palace. Parce que c'est très 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 costaud, les Victoria Regia. Donc il y a plein de choses comme ça, les propriétés auto-nettoyantes du lotus qu'on utilise dans le bâtiment, les samarres de l'érable qui ont permis d'inventer l'hélicoptère, enfin plein de trucs comme ça. Et c'est une science qui au départ n'était que de l'observation, que des idées de copie, etc. Ça date des Égyptiens. Après, il y a eu Léonard de Vinci, tout le monde.
les créateurs se sont inspirés de la nature, et là-dedans, vous en avez une sorte de concentré avec des photos magnifiques, des textes qui sont très précis. Le livre est beau. C'est un livre de bibliothèque, ça vaut 35 €, mais je peux vous dire, ça les vaut bien. Qui nous appelle, mon cher Roland ? Eh bien, c'est Christian qui nous appelle de Belgique. Et Christian nous dit comment faire pour récolter ses propres graines de pensée. Alors moi, j'ai jamais pensé. Ça n'a pas beaucoup de sens. Récolter des graines de pensée, d'abord, c'est pas gros. Et puis surtout, il faut savoir que ce sont tous des hybrides. Ah oui, toutes donc les pensées qu'on cultive sont des hybrides. Il y en a plein qui sont stériles, donc déjà, vous n'aurez pas de graines. Et puis alors, est-ce que vous avez déjà vu les fructifications et c'est insignifiant. Donc, si vous arrivez, par miracle, à obtenir des graines et que vous les semez, soyez certain que vous allez avoir des populations extrêmement hétérogènes. Donc, vous avez aucune chance d'avoir les mêmes pensées que ce que vous aviez. Il y en a des petites, des grandes, de toutes les couleurs. Bon. Comment récolter tout ça ? Il faut bien sûr attendre aussi longtemps que possible, et ça c'est casse-pied aussi parce que ça fleurit longtemps, les pensées. Souvent, presque jusqu'à début juillet. On peut en avoir quand il ne fait pas tout de suite un très très fort soleil. Ça dure. Pour que les fructifications se forment, parce que j'en ai pratiquement jamais observé dans mon jardin, j'ai toujours arraché avant, puisque j'ai remplacé par autre chose. C'est quoi un fruit de pensée ? C'est une capsule, c'est un fruit sec, triangulaire, avec les graines. Généralement, dans la nature, comment ça se passe ? C'est des fourmis qui vont disperser ces graines, parce que, vous vous rappelez, quand on avait parlé de la myrmécophilie, on avait évoqué ce mot un peu barbare, qui est le mot élaiosome. Les élaiosomes, vous voyez comment c'est facile à dire, sont en fait des sortes de protubérances qui sont associées à des glandes qui dégagent un peu de sucre, ça attire les fourmis, et ça c'est sur la graine, donc c'est minuscule de chez minuscule, et la fourmi elle va emporter cette graine attirée justement par cet élaiosome, et elle va l'emmener soit dans la fourmilière, et puis de temps en temps elle va en perdre. La pensée, c'est une plante myrmécophile. Oui. On ne l'avait pas dit. Non, mais c'est vrai. Ça l'est. Mais à part ça, qui me semble être une information intéressante, franchement, les pensées, soit vous trouvez des graines directement dans le commerce, soit c'est encore plus facile, vous achetez des plants. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. La rubrique que je vous propose maintenant, je l'ai intitulée « L'urne de la mort ». Attends, je vais faire les musiques, vas-y. Mais oui, parce que nous allons parler des népenthes. Alors, nous avons déjà fait une chronique sur les plantes carnivores en général. Nous avons fait plusieurs vidéos sur Nous Jardin TV sur ce monde extraordinaire des plantes carnivores. Mais là, je voulais vous parler des népenthes parce que ce sont sans doute les plus spectaculaires, les plus belles peut-être aussi, parce que certains sont très très décoratifs. Et pourquoi ils sont décoratifs ? Parce que ce sont ces plantes qui ont des énormes urnes, qui sont des pièges qui pendent, on dirait des fils de pêche avec un appât au bout. Le nom népenthes a été créé encore une fois par Carl von Linné, mais cette fois en 1737, plutôt que la plupart des autres. Et ça vient du grec, dont ne c'est le privatif, et chagrin. C'est la plante qui ne donne pas de chagrin. Bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, népenthe, ça existait dans l'Odyssée d'Homère, Hélène de Troie, qui était la femme du roi de Sparte, Ménélas, qui avait été enlevée par Paris, enfin vous dites l'histoire, mélangeait du vin, cette fameuse népenthe, extraite d'une plante fabuleuse, pour endormir ses ravisseurs. On pensait en fait que les népenthes, le liquide qui était dedans, il pouvait endormir. Ce qui n'est pas totalement faux par rapport aux insectes, on verra tout à l'heure. On a longtemps cru que la plante, enfin son jus, apaisait le chagrin. Curieusement, le premier népenthes à avoir été décrit dans la littérature botanique l'a été en 1658, c'est pas la date qui est étonnante, mais par le gouverneur de Madagascar qui s'appelait Étienne de Flacourt. Pourquoi je dis que c'était curieux ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Madagascar de népenthes. La plupart vivent plutôt en Malaisie, en Indonésie, en Asie. Mais c'est vrai que Madagascar était une colonie à l'époque, et il dessine la plante, et il la décrit en ces termes, une plante qui porte au bout de ses feuilles des fleurs ou fruits ressemblant à des vases. Ben oui, alors c'est ni des fleurs ni des fruits, c'est des feuilles transformées, mais ça ressemble bien à des vases. Ensuite, il y a eu
toutes ces aventures du XVIIIe siècle avec tous ces explorateurs qui ont plus ou moins tous rapporté des népenthes parce que c'était une sorte de plante mythique aussi. Les grandes collections botaniques les réunissaient. Mais on ne savait pas que c'était une plante carnivore. Il a fallu attendre Darwin qui s'est énormément intéressé aux plantes carnivores. Il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui est tout à fait intéressant encore aujourd'hui. Et il était accompagné dans ses observations par Joseph Hooker, qui était le directeur du Jardin botanique royal de Kew, le plus grand jardin botanique du monde, on peut le dire. Aujourd'hui, on connaît 75 espèces de ces népenthes qui ont donné leur nom à la famille, dans lesquelles ils sont tout seuls d'ailleurs. Et on a donc essentiellement l'Asie tropicale, quelques népenthes dans la partie aussi tropicale de l'Australie et le Queensland, notamment Nepenthes mirabilis par exemple, et puis on a Bornéo qui est vraiment très 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 riche en népenthes, dans lequel on va en parler tout à l'heure, le Nepenthes raja, qui fait des urnes de 40 cm. Ouais. Et puis Madagascar, il y a Madagascariensis, bien sûr, les Seychelles. Alors les Seychelles, curieusement, il y a une seule île sur laquelle il y a un sommet qui n'est pas très haut, 730 mètres, le mont Dauban, sur Silhouette, où il y a un népenthes qui s'appelle Nepenthes pervillei, qui est tout à fait étonnant. Et puis, à Sri Lanka, vous avez Nepenthes distillatoria. Donc tous ces népenthes-là sont répartis et sont bien spécifiques, etc. Particularité botanique des népenthes, ils sont dioïques, c'est-à-dire... Ils sont unisexués. Est-ce que tu as déjà vu des fleurs de népenthes? Nous, on en a eu la chance d'en avoir qui fleurissaient. Ça fait un grand épi, c'est assez drôle comme ça, et ça attire aussi les insectes, mais pas pour les manger, là pour les polliniser, parce que c'est très nectarifère. Et puis après, voilà, ça va faire une capsule, etc. Alors les deux fleurissent, le mâle et la femelle. Évidemment. D'accord. Les fleurs mâles, elles ont des étamines, et les fleurs femelles, elles ont des pistils. Le piège est à l'extrémité d'une feuille, et c'est une urne. En langage botanique, on appelle ça une acidie. Il y en a qui sont toutes petites, par exemple des népenthes en poularia, elles font 3 cm à tout casser, les urnes. Alors c'est un népenthes, celui qui retombe pas vraiment, il est caché un peu dans la mousse, dans la nature. Puis alors, comme je vous disais, népenthes raja ou népenthes Kinabaluensis, mon Kinabalu, c'est là, sur cette montagne, où il y a vraiment le maximum de népenthes différents. Et là, la capacité du népenthes, c'est 3 à 4 litres. Et ces népenthes-là arrivent à piéger des oisillons, des lézards. C'est vraiment la plante carnivore. C'est pour ça que je vous disais, c'est l'urne de la mort. Parce qu'un petit animal qui tombe dans une urne de 40 cm dans laquelle il y a 2 ou 3 litres d'eau, évidemment, il va se noyer. Mais c'est pas que de l'eau. Et on verra tout à l'heure. Le piège est bien particulier parce qu'au bord de cette urne, vous avez une sorte de zone brillante, presque comme si c'était de la glu, parce qu'il y a une sorte de nectar dessus qui attire les insectes. On appelle ça le péristome. Et ce piège, qui généralement est rayé, strié, denté vers l'intérieur, c'est déjà le début de la fin. C'est-à-dire que là, c'est un peu le toboggan sur lequel l'insecte va se mettre à avancer et puis sera précipité dans ses cataractes. Pourquoi ? Alors qu'un insecte, ça peut monter le long d'un mur, ça peut marcher au plafond. Pourquoi est-ce qu'il va tomber et pas revenir ? Ils ont mis du savon sur les côtés. Les parois de l'urne sont recouvertes d'écailles cireuses qui vont se détacher au moindre contact. Ce qui veut dire qu'il glisse, il tombe, il peut pas s'accrocher. Parce que chaque fois qu'il s'accroche, ça se détache. Mais les écailles, elles disparaissent alors, elles tombent dans le fond, ça repousse. La plante est capable de les faire repousser. Et puis, même si il est capable de voler l'insecte, par exemple, il y a autre chose que la plante a inventé. Elle a un chapeau. Tu as dû remarquer qu'au-dessus de cette urne, il y a ce qu'on appelle un opercule. Ça ne se referme pas, contrairement à la dionée qui fait son piège à loup et qui est mobile. Ça ne se referme pas, ça sert simplement pour obstruer visuellement l'entrée. Et lorsque l'insecte tombe à l'intérieur de l'urne, il ne voit pas la sortie. Et donc, il va être désorienté et il va finir par s'épuiser complètement à essayer de remonter. Et sans oublier que même s'il arrive à remonter, il y a le bourrelet du péristome qui revient vers l'arrière et qui lui fait une sorte de plateforme sur laquelle il ne peut pas non plus s'accrocher.
Donc c'est complètement un piège bien fichu, et tellement bien fichu que ça piège énormément d'insectes. Mais c'est pas de l'eau. Parce qu'il y a des glandes digestives à la partie inférieure du piège qui sécrètent un liquide qui est très riche en enzymes et qui va se mettre à digérer toutes les parties molles des proies qui vont être dissoutes et assimilées par la plante. Et quels sont les insectes les plus souvent piégés par les népenthes? Ce sont les fourmis. 80% du régime carnivore des népenthes est fait par les fourmis, mais on trouve aussi dedans des scorpions, des araignées, des choses comme ça. Et pour terminer, il faut savoir que la nature est tellement originale, tellement bien faite, qu'il y a un commensalisme avec les népenthes. Il y a des araignées qui vivent à l'intérieur, donc une araignée qui s'appelle Misumenops nepenticola, donc l'araignée crabe, toute petite, rouge violacée, et qui est dans des gros népenthes, comme Nepenthes rafflesiana par exemple. Et cette araignée, elle vit juste sous le péristome, elle n'est pas en bas, elle est sous le bord dont je vous ai parlé, et en revanche, elle est capable de plonger dans le liquide, mais elle est accrochée au fil. Ah, elle est maligne. Bah oui, c'est un petit peu Spider-Man, si on veut. Et elle va capturer les insectes qui vont tomber, et aussi les larves qui pourraient être nées, parce que ça arrive, à l'intérieur du piège. Elle nettoie, elle fait un petit peu le ménage, et elle vit avec la plante. Donc c'est des plantes qui sont extraordinaires. Elles sont d'ailleurs tellement extraordinaires qu'elles ont été très récoltées, et aujourd'hui elles sont protégées. C'est inscrit dans les listes Index 1 et 2 de la Convention de Washington. On n'a pas le droit de les prélever dans la nature. On n'a même pas le droit de récolter les graines dans les parcs naturels comme le mont Kinabalu, par exemple, à Bornéo. En revanche, il y a énormément d'hybrides. Donc vous pouvez acheter des népenthes sans avoir l'idée que vous piller la nature, bien au contraire. C'est pas facile vraiment à cultiver. Il faut les cultiver plutôt en suspension, dans une pièce qui soit chaude mais humide, donc ça va quand même mieux en serre. Nous on en a eu pendant quelques années, on avait même réussi à le faire fleurir, on l'a eu 2-3 ans, on le sortait l'été, on le mettait aussi accroché. Tu leur donnes des mouches à manger? Pas du tout, ils se débrouillent tout seuls. Ouais. Voilà. Mais c'est une bonne question, parce qu'on peut très bien avoir des plantes carnivores sans les nourrir avec des insectes. Pourquoi? Parce qu'il suffit de leur mettre un tout petit peu d'engrais, mais vraiment très très peu, et puis elles vont trouver leur nourriture. Alors sachez aussi, pour terminer, une dernière chose, c'est qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, vous ayez les urnes qui deviennent toutes marron, toutes desséchées, parce que ça a une vie relativement réduite. Ça vit 1 an maximum, une urne. Donc la plante se renouvelle en permanence. Et j'aurais vraiment pas terminé sans dire ça, jamais d'eau de ville. Ça, c'est la meilleure façon de les faire mourir. Donc de l'eau totalement déminéralisée ou de l'eau plutôt légèrement acide. Sinon, le népenthes, eh bien, il ira ad patres. Alors ça sera comme ça qu'on va terminer l'émission. Je pense qu'elle était assez riche. On va se retrouver tous ensemble la semaine prochaine et on vous dit bienvenue au jardin.